Monsieur Camara, bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir et bienvenue. Et vous? Merci. Ça va, merci. De nous accepter chez vous. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les élections communales auraient pris du temps et suffisamment de temps avant de se tenir le 4 février dans le consensus. Mais les élus continuent encore à ronger leurs freins. Sauf récemment, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pris de court toute la classe politique guinéenne en annonçant la décision souveraine du gouvernement de procéder à l'installation de ses futurs conseillers que dans les 330 communes sur les 342. Mais quand et comment, c'est le suspense du moment. Et pour cela, nous rencontrons Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, le général Bourema Condé. Bienvenue à tous. Une fois encore, merci de nous accepter chez vous, comme Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire a bien voulu nous recevoir dans son bureau pour parler de l'actualité. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, finalement, on a le sentiment que les élections communales semblent être les élections les plus compliquées à tenir en Guinée. Bien, je crois que ce que vous dites ne cadre pas réellement avec la vérité, à savoir que les élections communales sont des élections compliquées, loin s'en faut. Oui, mais on perd beaucoup de temps pour arriver à ces élections, et beaucoup encore de temps, il faut du consensus, et même pour installer les élus, ça prend du temps. Justement parce que les imprévus se sont invités dans la danse. Sinon, les résultats des communales ont été proclamés dans les délais qu'il fallait. Les plaintes qui étaient là ont été liquidées par les juridictions. Et si des imprévus ne s'étaient pas invités dans la danse, comme je vous l'ai dit, ben, vous auriez compris que les élections communales allaient marcher sur les chapeaux de roue. Les élections ont eu lieu finalement dans le consensus, mais cet autre imprévu, c'est l'installation maintenant des élus juste avant quelques jours que vous nous décidiez pratiquement de changer de stratégie, et on ne sait pas s'il faut appeler ça une décision souveraine, mais vous décidez finalement d'installer les élus dans 330 communes. Monsieur Camara, comme vous le savez, et comme tout le peuple de Guinée peut le témoigner, les élections du 4 février 2018 se sont déroulées pratiquement dans un climat apaisé sur toute l'étendue du territoire national. Au soir du 4 février, nous étions tous enthousiastes pour avoir enregistré une journée paisible. Je crois que c'était vite allé en besogne, parce que moins de 48 heures après, vous avez compris que la flambée de violence s'était emparée d'une bonne partie du pays, n'est-ce pas? Vous vous souvenez encore de ces enfants grillés comme des sauterelles dans les incendies de Kalinko. Vous vous souvenez des casses enregistrées à Marela, enregistrées également dans le village de Akindia, ville. Mais je voulais plutôt parler de l'Insan, où il y a eu des casses assez importantes. Et un peu partout, quand même, de petits troubles sur fond de contestation de résultats qui n'étaient même pas encore publiés. Et quand cela se passe ainsi, forcément, ben, les délais que nous avons pour aller à la réalisation de nos obligations en termes d'installation des conseils et de leur exécutif ont connu, comme vous le savez, du retard, parce que des recours en justice étaient formulés ça et là, toutes choses auxquelles les juridictions se sont attelées après que la CENI ait délibéré et proclamé officiellement les résultats. Alors, cet état de fait a amené, puisque la crise était là, palpable, constatable, a amené Monsieur le Président de la République à inviter en ces lieux à la présidence, premièrement le chef de file de l'opposition, ensuite M. Sidia Touré, le président de l'UFR, et la mouvance, pour que lui-même il s'imprègne de la quintessence des sujets de contestation. Mais finalement, ces invitations qui ont été séparées, elles n'ont pas été groupées, ont toutes été sanctionnées par des communiqués émanant de la présidence et de l'invité du jour. Donc, dans un premier cas avec l'honorable Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, ensuite avec
l'honorable Damaro du côté de la mouvance et le président Syria Touré de l'IFR. Okay. Alors que de décider de la mise en place immédiate des conseils et, n'est-ce pas, de leur exécutif, ces communiqués ont plutôt instruit au comité de suivi du dialogue politique national de trouver la solution à cette situation un peu plus délicate. Et nous avons commencé, ma modeste personne est celle qui, après avoir présidé le dialogue politique national, a eu la confiance des partenaires politiques pour présider le comité de suivi du dialogue. Nous avons immédiatement tenu donc nos sessions. Je me souviens que c'était la 22e session, donc après le cours normal de nos sessions, celle qui a commencé après la crise post-électorale, c'était la 22e. Nous venons de terminer la 24e. Nous avons commencé par déclarer que lorsque la CENI a proclamé des résultats, lorsque des plaintes ont suivi cette proclamation et que les juridictions aient purgé, n'est-ce pas, ces plaintes-là, qu'on nous demande de trouver la solution, allez comprendre, messieurs les acteurs politiques, qu'il ne peut s'agir que de consensus. Il ne peut s'agir que de votre accord commun par rapport à la nouvelle ligne à conduire. Le consensus n'est pas... Il ne s'est pas invité au rendez-vous, le consensus. Et finalement, vous avez décidé... Et comme cela durait, messieurs Camara, comme cela prenait du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, en plus de cette mission, si vous voulez, circonstancielle de président du comité de suivi du dialogue, nous avons une mission souveraine au gouvernement, c'est celle d'assumer les fonctions de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, donc tutelle attitrée des collectivités et du jeu politique aussi. Okay. Alors, ayant constaté que sur une période à peu près maintenant de 7 mois, bien connue, parce que 2 mois avant la date du 4 février, nous avons interdit aux maires sortants toute signature aboutissant à des décaissements d'argent, des présidents de délégation spéciale. Par endroit, il y avait des maires aussi. Par endroit, il y avait des maires. Mais à tous, nous avons interdit des décaissements en attendant que les nouveaux élus puissent être installés. C'était pour sécuriser les biens de la collectivité. Et puisque ça traîne, et les élus ont un devoir de redevabilité par rapport aux électeurs. Vous êtes là, c'est pour le bien de la collectivité. C'est pour des actions de développement palpables. Et vous faites plus de la moitié de l'année dans l'inertie. Il faut corriger. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, au nom du gouvernement, a cru bon de prendre la décision de mettre en place les collectivités, d'autant plus que nous avons 342 communes urbaines et rurales, tout confondues. Mais sur les 342, sur les 330 n'ont aucun problème. Il y a 12 communes où on parle de contentieux. Encore que la notion de contentieux est relative ici, parce que dès l'instant qu'un contentieux est purgé par les juridictions, moi je ne parle plus de contentieux. D'accord. Sauf que la décision a été prise un jour où tous les partis qui avaient l'habitude de participer aux travaux du comité de suivi n'étaient pas là. Oui, et je l'ai dit dès l'entame que je regrette l'absence de l'opposition à la table ce jour-là, bien que toutes les parties prenantes habituellement au dialogue aient fait le déplacement, c'est-à-dire l'UFR, la mouvance, les partenaires techniques et financiers, représentés comme toujours au plus haut sommet de leurs représentants, c'est-à-dire, mesdames, messieurs les ambassadeurs. Nous avons constaté cette absence, mais ce n'était pas l'unique point de l'ordre du jour. Ce jour-là, nous avons débattu de la CENI, nous avons débattu de beaucoup d'autres problèmes. L'audit qu'il soit là ou pas, ce jour-là, la décision là, la décision tombait ce jour. D'accord. Infailliblement. La décision est tombée. Toute la Guinée a les oreilles maintenant tendues pour savoir quand est-ce réellement le ministre de l'Administration du Territoire va passer à l'action et procéder à l'installation des élus dans les 330 communes. Juste après notre intervention sur les médias pour diffuser cette nouvelle, mon département a commencé les travaux préparatoires qui se tiennent maintenant de façon totale, parce que tout le cabinet est mobilisé. Il faut déployer des missions à l'intérieur du pays. Nous avons fait des notes déjà pour prévenir messieurs, mesdames, les gouverneurs de région, les préfets, les sous-préfets, parce que l'installation, n'est-ce pas, des élus, quand même, c'est un travail régalien qui relève de l'administration territoriale. Vous aurez dû profiter du temps perdu. Ben, le temps perdu, lequel est perdu là?
Ben, des mois passés, sans que les maires ne soient installés. Il fallait bien connaître l'issue du suspense. Okay. Que de s'engager dans une quelconque opération, nous devrions Donc, savoir. Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire que ce suspense ne va plus tarder. Ben non, c'est fini dès l'instant que nous avons annoncé que nous allons les installer. Pour ceux qui nous connaissent, excusez-moi, et quand même, cette décision, elle n'est pas du général Brema Condé, elle est du gouvernement guinéen, relayée par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Sans problème, mesdames et messieurs les conseillers n'ont qu'à se tenir prêts, bientôt les élections entre eux. Est-ce qu'il y a déjà un plan pour les 12 communes où il y a des contentieux? Nous avons annoncé, parallèlement au fait que nous soyons déjà sur les communes où il n'y a pas de contentieux, les 12 communes où cela persiste ou perdure, nous continuons. Parce que nous ne serons pas tous absents de Conakry. Nous allons continuer à avoir les voies et moyens qui puissent nous permettre, en tout cas, d'avoir à ce niveau-là aussi les 12 communes. Je ne minimise pas le chiffre 12. Un seul quartier de la Guinée est aussi important que l'ensemble des quartiers. Nous sommes un État indivisible. Donc, le problème des 12 communes reste entier. J'ai bel espoir que messieurs les acteurs politiques, qui sont les seuls maîtres du jeu en la matière, ne vont plus tarder à se donner la main par rapport à la solution qui est attendue. Elle n'est plus juridique celle-là, elle n'est plus du niveau de la CENI, mais elle doit résulter de leur entente. C'est cette entente que nous avons toujours entendue qui n'est pas venue, mais nous pensons qu'en partant à l'installation des communes où il n'y a pas de problème, les citoyens qui ont élu, ou plutôt qui ont voté pour que leur voix soit là entendue dans la gestion de leur collectivité à travers les listes qu'ils ont soutenues, nous pensons que les politiques aussi quand même auront un regard vers cette population. C'est l'espoir qu'on nourrissait il y a 4 à 5 mois. Oui. Et si vraiment la situation perdure pour les 12 communes-là aussi, si ça perdurait... Je me réserve de déclarer ici quelle sera l'attitude du gouvernement, mais sachez que nous irons à la solution. D'accord. Qu'attendez-vous aujourd'hui des élus? Vous avez eu il n'y a pas eu de pression de la part de la population. Finalement, on se demande, est-ce que ces maires-là même servent à quelque chose? Aujourd'hui, quelle feuille de route vous donnez à ces maires-là pour servir réellement à quelque chose, au développement à la base? Un maire élu, un conseil municipal élu doivent savoir qu'ils ont un droit, je le répète encore, de redevabilité. On est l'élu du peuple, l'élu d'une collectivité pour se mettre corps et âme à la disposition de cette collectivité à travers des actions palpables de développement communautaire. Cela, il faut le savoir. Personne, mieux que les habitants d'une localité, ne peut se prononcer sur les opportunités qui s'offrent à eux pour leur propre développement. Nous avons donc dans notre jargon administratif territorial la notion de diagnostic participatif communautaire. C'est les populations qui sont les mieux placés pour se prononcer sur l'opportunité ou plutôt la priorité à donner à un forage, à une piste ou alors à un aménagement hydro-agricole. Il y aura un contrôle de leur action? Absolument. Il y a non seulement le contrôle de légalité, mais aussi le contrôle de légitimité. Il y a toujours le contrôle. Ça, c'est un plan de la décentralisation. Vous parliez de l'euro pour parler de votre ministère. Il y a le plan de déconcentration aussi. Peut-être que le Premier ministre, d'ailleurs, avait abordé la dernière fois en parlant du principe de réserve et de retenue. Oui. Quelle suite vous comptez donner à cet engagement public du Premier ministre? Je l'ai dit tantôt, lorsque M. le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale, la partie concernant l'administration territoriale, il se trouvait que nous avons déjà parcouru un bon bout de chemin par rapport à cette... Nous avons édité, il y a 2 ans, le code de déontologie des administrateurs territoriaux. Le code de déontologie des acteurs territoriaux prend en compte l'attitude comportementale d'abord de l'administrateur, parce qu'il doit payer d'exemple. Ce code prend en compte également la neutralité de l'administrateur, sa loyauté, sa fermeté, mais aussi sa souplesse. Toutes choses qui font que celui-là, qui est à la tête d'une circonscription électorale, doit se faire respecter non pas par la coercition, mais par l'exemple que lui-même, n'est-ce pas, il montre. Des sanctions seront... Mais
Absolument, des sanctions ont été déjà appliquées. Je ne vais pas citer ici des noms, mais des administrateurs territoriaux, et l'exemple est connu aussi bien par la mouvance que par l'opposition, parce qu'il n'a pas été caché. Des administrateurs se sont rendus coupables d'indélicatesse, n'est-ce pas? En affichant une certaine position, nous n'avons pas tardé à prendre la sanction qui s'imposait. D'accord. Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, une dernière question pour terminer avec cet entretien exclusif avec vous. Aujourd'hui, un peu partout, depuis pratiquement 7 ans, on parle de changement, il y a beaucoup d'efforts en cours. Vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment montrer comme indicateur précis de changement en termes de décentralisation et de déconcentration? Je saute sur peut-être 2 ou 3 exemples qui sont les plus perceptibles, aussi bien par ceux qui vivent en milieu urbain que ceux qui vivent en milieu rural. Parce que pour nous, la Guinée, c'est cela. Les habitants des villes, les habitants des campagnes. Alors, demandez aujourd'hui aux habitants des villes si oui ou non, ils continuent à payer ce que l'on appelait dans le temps l'impôt minimum sur le développement local. On ne le paye plus. Ça, c'est palpable. C'est du changement. Demandez si la gratuité de la césarienne est un acquis ou si ce n'en est pas. Demandez si les infrastructures, à la faveur des célébrations rotatives de la fête de l'indépendance, existe ou n'existe pas. Oui, mais est-ce que ça rend performant l'administration territoriale? Ah oui, vous savez, quand le cadre de vie de l'administration ne répond pas, c'est difficile de respecter un sous-préfet assis sur une natte, M. Camara. Donc il y a le cadre de vie qui est là, qui a changé fondamentalement. Partout où la fête tournante s'est déroulée, aujourd'hui, les administrateurs respirent en tout cas le bien-être du cadre de vie de travail. Et deviennent performants par rapport au passé. Absolument, c'est un facteur d'accompagnement de la performance administrative. Un pari pour cette année? Bien sûr, Monsieur le Président a annoncé officiellement que la fête sera celle de Conakry. Eh bien, je crois que le bon est à venir, le beau est à venir pour la ville de Conakry. Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Général Bourema Condé, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Camara. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci, Monsieur le ministre.